100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes Albert L'Huissier. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. 100% Sarthe consacré au club des ambassadeurs sur LMTV ce matin jusqu'à 13h. Jean-Christophe K prendra le relais tout à l'heure entre 11h et 13h. On va parler évidemment des atouts économiques, des atouts touristiques, de l'agroalimentaire, des 24 heures du Mans. Bref, tout ce qui font les atouts de notre département. On a parlé du LOM, de laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine. Vincent Tournat, vous êtes chercheur au LOM. Peut-être encore faut-il le préciser, c'est le plus gros pôle européen de recherche dédié à l'acoustique. Je le dis comme ça ? Ne me contredisez pas. Non, je vais peut-être juste modérer les propos. C'est vrai que c'est un des très gros laboratoires centrés sur l'acoustique en Europe, effectivement. Oui. Alors, ça fait partie. modeste, on a bien. Oui, c'est ça. Voilà, L'un des plus gros. Oui, voilà. C'est ça. Mais attends, on est le plus gros du monde. Ça fait partie du projet Le Mans Acoustique. Si on avait, Vincent, à peut-être redéfinir en tout cas les différents projets, les travaux sur lesquels vous réalisez des projets d'études au LOM. C'est assez vaste, hein. Donc on est au laboratoire d'acoustique, environ 150 personnes à travailler sur les différentes thématiques de l'acoustique. On travaille tous évidemment sur des sujets qui sont pas le même, ça serait un petit peu stupide. Donc en fait ça représente un nombre de sujets très 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 vaste. Je peux donner quelques exemples. Hein. C'est centré sur l'acoustique de l'audible, donc la propagation des sons dans l'air et tout ce qui tourne autour de ça, donc les nuisances sonores, les sources de bruit, la production du son, donc avec des haut-parleurs par exemple, donc un travail sur les transducteurs, la propagation aussi de sons qu'on n'entend pas, donc là c'est une partie d'ultrasons par exemple qui se propage pas à des fréquences Et audibles. concrètement par exemple dans l'aéronautique, dans l'automobile, vous allez pouvoir travailler sur ces secteurs-là. Voilà, et donc après toutes ces recherches s'appliquent et sont menées aussi en partenariat avec un certain nombre de laboratoires ou d'entreprises sur des sujets plus appliqués. Donc effectivement, par exemple, trouver des défauts dans des matériaux composites utilisés dans l'aéronautique ou dans l'automobile, modéliser des sources de bruit dans des moteurs, trouver ces sources de bruit, améliorer les choses. Produire des haut-parleurs de nouvelle génération pour des téléphones portables, par exemple, c'est mais on est vraiment avec le LOM dans l'excellence de la recherche liée à l'acoustique. Alors encore une fois, c'est très difficile de définir ce que c'est que l'excellence. Dites-moi oui, Vincent, mais une fois, au moins. Nous sommes fiers de ce qu'on fait. Je reprendrai le mot qui a été utilisé tout à l'heure. Ce laboratoire, on peut le définir comme une pépite pour le territoire, mais aussi, je pense, à l'échelle nationale, pour la France, pour la simple et bonne raison qu'il y a une force de frappe très, très importante, un fonctionnement qui est apprécié par les personnes qui travaillent dans ce laboratoire, et qui font que ce laboratoire est assez efficace, effectivement, par rapport à d'autres laboratoires qui peuvent avoir cette taille-là dans différentes thématiques. Donc on travaille très bien en collaboration, on a une force de frappe importante, une réactivité forte par rapport à des demandes qui peuvent venir. Je donnerai juste un exemple peut-être, c'est à ma connaissance, il y a quelques années, je n'ai pas les chiffres tout à fait récents, mais il y a 2/3 du budget du laboratoire provient de contrats, en fait. Donc c'est alors hors salaire, hein, les salaires sont un gros poste c'est un gros coût, hein. Mais pour le fonctionnement du laboratoire, les 2/3 du budget, c'est des contrats, des collaborations. Vous travaillez, Lismans, avec le LOM. Enfin, je veux dire,
je parle des écoles d'ingénieurs, voilà, entre elles, parce que je pense à l'acoustique, mais vous avez l'ITEM évidemment dont il faut qu'on parle. En plus, on a un cadreur avec nous de l'ITEM, d'ailleurs que je remercie d'être là ce matin et qui collabore régulièrement avec LMTV, ça fait vraiment plaisir. Et puis on a aussi IMDEA qui est une formation dans l'acoustique. On sent qu'il y a plein de petites structures très pointues qui fait que justement on est dans l'opérationnel peut-être un peu plus facilement et aussi dans l'efficacité. Oui, effectivement, on a fait le constat il y a maintenant plus de 5 ans qu'au Mans, il y avait quelque chose de particulier qui se passait. Il y avait de l'acoustique, non seulement au Lot, mais aussi dans diverses entités qui peuvent être très visibles et très originales, comme l'ITEM en particulier. Il y a au CTTM un pôle acoustique, à l'école des Beaux-Arts, il y a aussi une option très particulière sur le design sonore. Et donc ce constat a fait qu'on a voulu rendre visible et se coordonner, finalement, se faire coordonner ces diverses entités pour créer l'Institut Le Mans Acoustique, qui porte finalement les couleurs de l'acoustique mancelle. Les couleurs de l'acoustique mancelle. François Goulevent, avec l'ISMANS, vous travaillez justement avec le LOM. On parlera aussi des entreprises. Je vais y revenir avec vous, Stéphane Galibert, parce qu'on a un projet, on a un sujet sur O2, qui est peut-être l'entreprise qui a recruté le plus en 2014, mais sur la recherche et l'efficacité. Alors, pas directement. On sait que chacun sait qu'il existe et on travaille sur des domaines qui peuvent avoir des interactions entre eux, mais qui sont un peu différents. Nous, on travaille sur des aspects éventuellement vibratoires, mais sur l'aspect mécanique des choses et très peu sur l'acoustique. Quand on a des problématiques typiquement acoustiques, on sait qu'il y a des experts à côté de nous et on va les mettre en relation avec ceux dont on vient la demande plutôt. L'objet de l'ISMANS, c'est les matériaux ? Non, c'est une école d'ingénieurs. Déjà, l'objet de l'ISMANS, c'est une école d'ingénieurs. Ouais. Alors, une école d'ingénieurs dans laquelle il y a une entité recherche, parce que la recherche sert à nourrir aussi la pédagogie, à aller toujours plus loin et à être en phase avec les futurs développements dans le monde de l'industrie. Donc, il y a un laboratoire de recherche. On travaille plutôt, comment le définir ? Je vais essayer de faire simple. La simulation numérique, au sens large, c'est-à-dire qu'on va utiliser des logiciels qui vont modéliser ce qui se passe dans notre environnement pour essayer de prédire comment les structures vont se comporter. Est-ce que la table, on peut s'appuyer dessus sans problème? Est-ce que le bâtiment ne va pas s'écrouler? Et sur des tas d'aspects, alors on va modéliser surtout des aspects mécaniques, mais tout ça c'est constitué de matériaux, et il y a un lien avec les matériaux de ce fait-là. Et là, notre axe de recherche actuel, c'est tous ces outils numériques sont alimentés par des hypothèses. Et bien une hypothèse, le résultat n'a de sens qu'en fonction de la qualité de l'hypothèse que l'on fait. Et donc toute la problématique, c'est comment on valide une hypothèse, comment on fait un modèle qu'on va appeler robuste, c'est-à-dire qui est capable de prédire ce qui va réellement se passer, quel est le taux d'erreur que l'on a, est-ce qu'il est admissible, est-ce qu'on le maîtrise, etc. L'innovation, Didier Chauvin, vous qui êtes dans l'innovation, dans la recherche aussi, c'est extrêmement important pour la suite, pour un développement de la qualité de vie aussi, mais un développement économique. Oui, tout à fait. Cette recherche. Tout à fait. Nous, on construit donc des réacteurs de fusion, mais on s'appuie sur un relais industriel essentiel. On est effectivement un institut de recherche, mais si on n'a pas des industriels très forts à côté de nous, ça se fait pas. Je vais essayer de démonter aussi un mythe par rapport à souvent on se dit c'est réservé aux gros, pas du tout. Les gros industriels sont souvent des coquilles vides qui s'appuient sur des relais, sur des petites entreprises plus ou moins grandes. Je sais qu'en Allemagne, on a encore la chance d'avoir un relais d'entreprises de taille moyenne, ce qu'on n'a peut-être plus en France. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument redévelopper en France. Et ça part d'un tissu local qui peut être, espérons-le, en Sarthe. C'est aussi pour ça que j'essaie de relayer ce type d'informations. Sur notre machine de fusion en Allemagne, on utilise des matériaux qui sont utilisés en Formule 1. Donc là encore, on voit le lien avec l'automobile. Je veux dire, il y a certainement des entreprises et puis les 24 heures sont un énorme laboratoire aussi de recherche. Donc il y a des tas d'applications qui existent et parfois on n'est pas informé que ça existe simplement localement. Et c'est important justement de pouvoir relayer cette information-là auprès des industriels
Vous parlez des industriels, des PME, des entreprises, on va en parler avec vous, Stéphane Guélibert. Hors antenne, François, quand on commençait à préparer cette émission, vous avez dit moi je suis dans la recherche et on est dans la recherche de financement aussi. Non mais c'est vrai, et c'est important de le souligner. Vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Donc la recherche a besoin d'industriels, mais pas forcément de grands, comme le disait Didier Chauvin, d'avoir des entreprises qui puissent financer ou en tout cas être intéressés par des projets de recherche des étudiants. Avoir des entreprises qui puissent financer les programmes de recherche, qui puissent y contribuer, mais aussi avoir des organismes de financement qui, je vais prendre un autre exemple concret, ça peut être aussi une idée qui émane d'un travail de recherche, dont le porteur peut imaginer que ça a un potentiel économique et vouloir créer une entreprise, une activité économique autour de ce développement. Donc c'est une entreprise qui part de zéro dans ces cas-là. Et derrière, il faut mettre en place tous les mécanismes de validation, de développement, de création, d'investissement, pour que cette entreprise se développe et que cette idée initiale qui émane de la recherche devienne un produit qui est mis sur le marché, qui génère de l'activité économique, des emplois, etc. et tout ce que l'on sait. Et justement, l'emploi, on va en parler avec Pascal Brulon qui a rencontré Guillaume Richard, qui est le PDG de l'entreprise O2. L'entreprise O2, vous parliez de pépites, de fleurons, on en a beaucoup parlé en France, puisque c'est l'entreprise qui a recruté le plus en 2014. Au pied de la plus jolie muraille gallo-romaine évidemment au monde. Nous sommes au Mans devant la boutique O2 avec son PDG, en l'occurrence Guillaume Richard, bonjour. Bonjour. Ambassadeur de la Sarthe, d'ailleurs vous avez le pin ça. Oui, parce que c'est important d'être l'ambassadeur et de le montrer qu'on est un ambassadeur de son territoire. Voilà, un territoire qui vous a adopté, que vous avez adopté il y a quelques années. Juste 2 mots sur O2 d'abord. Alors O2, c'est l'entreprise en France qui est leader dans le secteur des services à la personne. Les services à la personne, c'est ménage-repassage, donc l'entretien de la maison, la garde d'enfants, plus de 3 ans, moins de 3 ans, tous les âges, et bien évidemment au domicile des clients, et puis l'accompagnement des personnes âgées ou handicapées. Alors on en parle dans un instant, comment vous avez développé cette entreprise absolument colossale aujourd'hui. Vous n'êtes pas sartois à l'origine? Non, je ne suis pas sartois, je suis né à Rouen. Je n'y ai vécu que 3 semaines, après j'ai été en région parisienne, après à Bruxelles, après à nouveau en région parisienne, après à Londres, après à Lille, après à nouveau en région parisienne. Et puis ça fait 10 ans que je suis arrivé au Mans. À la faveur d'un concours, un concours qui s'appelait Cap Création. Effectivement, j'ai rencontré lors du salon des entrepreneurs, j'avais rencontré donc à l'époque c'était Jean-Michel Blaquière qui s'occupait et était chargé de mission pour Carrefour, parce que ça s'appelait à l'époque Carrefour Entreprise Sarthe. Maintenant c'est Initiative Sarthe, pardon. Et donc lors de ce salon des entrepreneurs, il m'a convaincu que venir au Mans était un excellent choix pour le développement de mon entreprise. Il a eu une bonne idée puisque depuis l'entreprise s'est développée considérablement. Combien de personnes aujourd'hui? Effectivement, quand on est arrivé au Mans, on avait juste une petite trentaine de salariés. Aujourd'hui, donc, on a un peu plus de 11 000 collaborateurs. Donc c'est-à-dire qu'en une petite dizaine d'années au Mans, on est passé de 30 à quasiment 11 500, je crois, actuellement collaborateurs. Comme quoi c'est possible même en période de crise, et ceci grâce aux avantages de ce territoire? Alors notamment grâce aux avantages de ce territoire, parce que c'est à la fois personnellement intéressant de venir habiter en Sarthe, mais c'est aussi professionnellement extrêmement intéressant et rationnel de venir s'installer en Sarthe. En effet, en venant m'installer ici, je bénéficie de loyers dont les locaux sont infiniment inférieurs à ceux de Paris. Infiniment inférieurs. C'est-à-dire que là, on est à peu près sur du 100 € le mètre carré, quand à Paris, c'est environ 450 € le mètre carré. J'ai 3500 mètres carrés de locaux. C'est-à-dire que tous les ans, j'économise au minimum 1 million d'euros juste en étant implanté au Mans, plutôt qu'en étant implanté à Paris. Par ailleurs, on est à 55 minutes de Paris. 55 minutes de Paris, c'est comme quand vous êtes dans la grande banlieue. C'est la même chose. Donc, proximité de Paris. Et on a aujourd'hui le siège social du groupe qui est au Mans. Donc le siège social, c'est-à-dire qu'on a quasiment 400 collaborateurs qui sont basés au Mans. Et comme le coût de la vie est infiniment moins important qu'à Paris, eh ben, on est en capacité de proposer pour un meilleur niveau de vie des rémunérations qui sont légèrement inférieures à celles de Paris. Et donc là aussi, des économies qui sont importantes dans un métier dans lequel les marges sont très faibles.
Alors évidemment, ce que l'on filme là, ce n'est pas le siège social, on est d'accord. Hein. C'est l'une de vos nombreuses agences. Combien d'agences en France? Oui, effectivement, ça c'est notre agence Mancel. Mais on a aujourd'hui un peu plus de 200 agences en France, 150 qui sont ce qu'on appelle des succursales, c'est-à-dire des agences qui sont détenues à 100% par l'entreprise, et puis une soixantaine de franchises. La franchise, c'est un entrepreneur indépendant qui décide de s'associer à la marque, au groupe O2, en prenant la marque, les savoir-faire et l'accompagnement du groupe. On pourrait rester avec vous pendant 1 heure, mais on ne va pas le faire. 2 mots, vous êtes fier d'être ambassadeur de la Sarthe? Oui, je suis très fier d'être ambassadeur de la Sarthe parce que je pense que c'est vraiment un territoire qui offre d'immenses avantages, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les gens, parce que j'ai développé l'aspect en quoi la Sarthe m'avait aidé à développer mon entreprise, mais je n'ai pas expliqué en quoi j'avais trouvé un véritable équilibre de vie. Et j'habite aujourd'hui juste à la campagne, dans un moulin à eau, un vieux moulin à eau. Quand je rentre le soir, même si je bosse beaucoup, c'est les bruits de la campagne, c'est les odeurs de la campagne, c'est extrêmement reposant. C'est un cadre qui est fantastique pour élever mes enfants. Enfin, c'est génial, quoi. Donc ma dernière question est inutile. Qu'est-ce qui est pour vous le plus remarquable en Sarthe? C'est quoi? C'est la campagne? Non, c'est l'équilibre. Il y a un équilibre, on peut en même temps se connecter facilement et déconnecter très vite. On peut être à la campagne et à la ville. On n'est pas très loin de Paris parce qu'on n'est qu'à 55 minutes de Paris et en même temps on n'est pas à Paris. Et donc on a tous les avantages. En fait, on a un équilibre fantastique entre du pro, du perso, et c'est vraiment important. Mon métier, ma mission, c'est de contribuer à la qualité de vie des particuliers de tous âges. Ça, c'est la mission du groupe O2. Et cette mission, c'est globalement l'équilibre, la qualité de vie. Et je pense qu'on a ça en Sarthe. Et donc, c'est extrêmement bien que le groupe ait choisi de s'implanter en Sarthe. Guillaume Richard sait aussi bien vendre son entreprise que le département. Merci. Je vous en prie. Voilà, Guillaume Richard, le PDG d'O2 avec Pascal Brulon. Guillaume Richard qui n'a pas oublié ce que c'était que la communication. Il sait bien faire. Ça fait partie du job. Ça fait partie du job, oui, effectivement. Stéphane Gaillibert, vous représentez le MEDEF. Bon, effectivement, quand on a une entreprise sartoise comme O2 qui est élue entreprise... manager de l'année. C'est le titre, il a eu le titre de manager. Manager de l'année, oui, c'était avec Christophe Barbier, je crois, et sa belle écharpe bleue. Il y a quelques semaines. J'ai vu ça. Bon, ça fait plaisir et c'est vrai que ça permet de dire qu'on peut en Sarthe avoir une entreprise de taille nationale, d'envergure nationale, qui se développe constamment et qui recrute. Bien sûr, c'est une grande fierté pour tout le monde. Quand Guillaume est nommé, on est tous contents pour lui et puis on est contents pour nous parce qu'on parle de la Sarthe. Donc oui, bien sûr, on est un territoire où on peut entreprendre et on peut se développer. Quelles sont les questions que vous avez le plus au MEDEF concernant les entreprises sartoises? Didier Chauvin a soulevé les PME, les PMI. Est-ce qu'effectivement le vivier des PME, PMI en Sarthe, ça me nuise ou il faudrait qu'on l'aide à se développer? Écoutez, il y a 16 000 entreprises en Sarthe. Il y en a 1600 qui ont plus de 50 salariés. Donc déjà, ça vous montre le tissu. On est évidemment sur un tissu de petites entreprises et moyennes entreprises. Alors, en plus, par rapport à l'Allemagne, c'est vrai que nous n'avons pas ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire. C'est-à-dire là, on est sur des grosses PME. C'est vrai qu'en France, d'une manière générale, ce sont des entreprises qui sont souvent qui accompagnent beaucoup le développement des territoires et qui tirent des entreprises plus petites qu'elles. Malheureusement, en France, on a difficilement cette taille parce que soit on est des petites entreprises, soit après, ces ETI basculent dans des grands groupes et perdent ces caractères souvent patrimonial, familial ou avec un actionnariat et de famille et de grands groupes. Donc en Sarthe, on est sur un tissu d'entreprises petites et moyennes, ce qui veut dire que nous sommes un tissu d'entreprises extrêmement flexibles, réactives, adaptées, qui savent travailler entre elles par rapport à des plus grosses structures qui ont besoin d'un environnement un peu plus lourd. Des entreprises innovantes, je pense par exemple à Souriau, qui est aussi une belle image et une belle entreprise du département. Oui, ce qu'il faudrait souligner sur l'innovation, c'est que déjà en France, on a la chance d'avoir un dispositif pour les entreprises, qui est le crédit d'impôt recherche, qui est vraiment quelque chose de spécifique et qui permet aux entreprises françaises de développer l'innovation. Si on va au niveau de la région, on a en plus, avec des élus
toutes tendances confondues, qui ont faites toujours attention, organisé... en pleine campagne. Mais voilà, c'est pour ça que je le souligne. On essaie l'équité, là. Nous sommes une région qui a toujours favorisé et poussé beaucoup l'innovation, et les programmes d'aide aux entreprises étaient toujours sur l'innovation. Donc, on est dans un terreau d'innovation. Donc, derrière, évidemment, ça se décline en Sarthe avec des entreprises comme vous avez cité, Surio. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on parle aussi d'innovation technologique, mais il ne faut pas limiter l'innovation à la technique ou à la technologie. Vous avez aussi de formidables entreprises, mesmatériaux.com, il n'a pas révolutionné techniquement les choses, mais c'est ce qu'on appelle une pépite en langage de start-up, une entreprise qui s'est créée, qui s'est développée, qui a fait des levées de fonds et qui aujourd'hui est en train d'exploser. Donc il y a un territoire d'innovation technologique avec des laboratoires, de la recherche, des entreprises industrielles comme Surio, qui maintenant travaille avec d'autres sur l'aéronautique, donc véritablement sur des sujets extrêmement technologiques. Mais on a aussi un territoire qui aujourd'hui, en matière de numérique et en matière de services, est aussi innovant et il faut le souligner. Vous parlez régulièrement entre chercheurs et entre entreprises, je veux dire, sans forcément demander de l'argent pour l'un et dire on n'en a pas pour l'autre. Voilà, est-ce qu'il y a des discussions simplement pour dire voilà, nous on travaille là-dessus, peut-être que ça pourrait intéresser telle entreprise qui fait partie du MEDEF ou pas, mais d'ailleurs telle entreprise, et vous dire bah voilà, nous on a des entreprises qui souhaiteraient avoir des échanges avec des ingénieurs, avec des étudiants, avec des laboratoires pour peaufiner certains projets? Alors d'abord, il ne faut surtout pas limiter la relation entre l'entreprise et la recherche en général ou la formation à des liens d'argent, parce que ce serait vraiment trop réducteur. C'est d'abord des histoires d'hommes et de rencontres. Alors évidemment... Avec un grand H. Avec un grand H. De femmes et d'hommes. Et ensuite, oui, alors comme on le disait, c'est un territoire qui apprend de mieux en mieux à travailler ensemble, de mieux en mieux à être tous ensemble. Véronique parlait tout à l'heure du voyage en Chine que nous avons fait avec le président de l'université, où véritablement le monde de l'entreprise apprend aussi à s'ouvrir et à aller vers le monde de la formation et de la recherche. Tout comme le monde de la recherche se rend compte aussi que c'est un formidable appui de pouvoir avoir des entreprises sur le territoire qui s'investissent. C'est pas toujours naturel, il faut pas non plus dire que les choses sont toutes faciles, mais ça se met en place, et de toute façon, on ne peut pas faire l'économie par l'évolution des naturels des choses, et là on peut reparler un petit peu dessous, quand on parle d'autonomie des universités, quand on parle des problématiques dans les écoles, il est évident qu'il faut aller s'inventer des modèles économiques, et pour les entreprises, si on veut être sur des territoires où il y a moyen de trouver des ressources nécessaires sur la recherche, eh bien ça veut dire aussi savoir travailler ensemble et avec ceux qui sont sur place. Vous parliez d'innovation, on a une autre entreprise, on peut dire fleuron, mais en tout cas intéressante en Sarthe, pour moi elles sont toutes des fleurons du département, mais c'est Ecovivre Habitat qu'on a rencontré justement pour 100% Sarthe. Nous sommes dans le quartier de l'université pour vous faire découvrir un duo d'ambassadeurs de la Sarthe. Voilà une originalité. Nous sommes effectivement dans la pépinière d'entreprise Émergence avec Bertrand Mathieu. Bonjour. Bonjour Pascal. Et Vincent Buet. Bonjour. Alors Bertrand Mathieu et Vincent Buet sont les créateurs d'Ecovivre Habitat dont on va parler dans un instant. Alors à la différence d'un certain nombre de nos autres ambassadeurs, vous n'êtes pas sartois. Oui, je suis lorrain d'origine. Et moi je viens de l'Est également, je suis champenois. Alors, ce qui est intéressant, ce sont vos parcours. L'un et l'autre, d'ailleurs, vous avez travaillé dans la même grande multinationale qui a été importante ici au Mans il y a quelques années. Oui, en effet, on travaillait dans le groupe Philips. Moi, j'étais directeur financier de l'activité et Vincent était directeur marketing. Dans ce parcours Philips, vous avez eu l'occasion de beaucoup voyager ? Oui, exactement. Moi, j'ai habité avec mon épouse à Singapour et Bertrand habitait aux Pays-Bas. Ça vous a donné évidemment une ouverture sur le monde, sur ce qui se faisait ici ou là. Et le jour où Philips a fermé, a décidé d'arrêter, d'abord il vous a proposé de suivre ailleurs, c'est ça, non? Oui, ailleurs, aux Pays-Bas en ce qui me concerne, mais ça me disait moyennement. Bon, vous avez dit la Sarthe, Le Mans, c'est plutôt sympa, on peut y faire des choses. Et c'était le Grenelle dans l'environnement, c'est à cette époque-là? Oui, c'était juste à l'époque du Grenelle et effectivement ça ouvrait des perspectives nouvelles dans l'habitat. Et puis ayant habité à l'étranger, on avait vu des modes d'habitat
un peu différent, un peu innovant, et on s'est dit que ça nous a donné des idées. Alors, l'idée de créer Éco-Vivre Habitat, Éco-Vivre Habitat, dont la première réalisation, on l'a découvert assez rapidement, s'est appelé Éco-Jacobin. Alors éco comme écologique. Oui, alors des bâtiments plus isolés, avec des matériaux plus écologiques et puis plus confortables. Et écologique dans le sens où on fait des économies d'énergie notamment ? Oui, exactement. La première chose importante, c'est réduire la consommation énergétique des bâtiments. Mais il y a aussi l'énergie qui est dépensée quand on construit le bâtiment. Et on fait attention à ces deux choses-là. Alors donc, on découvre en image effectivement la réalisation d'Éco-Jacobin. Vous avez eu l'occasion depuis de travailler en Sarthe à Ivry sur des logements sociaux. Hein. Et puis aujourd'hui, vous vous exportez. Exactement. On part dans les Yvelines, une opération en vallée de Chevreuse, donc un endroit où l'immobilier coûte assez cher, dans un petit village qui s'appelle Châteaufort, où on va faire une opération de logements sociaux et aussi un cabinet médical. L'équipe qu'on a constituée autour d'un architecte qui est Architour, un architecte de la Sarthe, un acousticien de la Sarthe, un bureau d'études thermiques de la Sarthe, Delta des Conseils, a remporté un concours qui a été fait par cette mairie de Châteaufort. Cocorico, une entreprise donc 100% sartoise, enfin une conception 100% sartoise. D'ailleurs, ça vous a donné l'idée de créer une association d'entreprises dans le domaine ? Oui, absolument, qui s'appelle Environnement Sarthe, donc qui est une association basée au Mans et qui regroupe, qui cherche à fédérer toutes les entreprises autour du développement durable. Bien, avant de se quitter, quand même quelques questions sur votre rôle d'ambassadeur. C'est quoi et pourquoi d'abord vous avez choisi d'être ambassadeur ? Qui me répond ? Parce qu'on aime bien notre territoire, on aime bien le Mans, la Sarthe, et on a envie d'en faire la promotion, de montrer tous les aspects positifs qui sont vraiment nombreux, pour que aussi l'activité économique se développe, soit pérenne. On a envie que notre territoire reste un territoire vivant. Dernière question, c'est pas la plus facile obligatoirement. Qu'est-ce que, d'après vous, la Sarthe a de remarquable ? Mais je trouve que, n'étant pas sartois d'origine, je suis frappé du fait que la Sarthe a réussi à concilier un caractère rural et ancré dans le territoire avec la proximité et la connexion à l'Île-de-France et au Grand Ouest. C'est vraiment des atouts intéressants et qu'il faut valoriser. Merci de nous avoir accueillis. Voilà, Éco-Vivre Habitat. On se retrouve d'ici quelques instants avec nos différents invités, Véronique Rivron, Stéphane Guélibert, Vincent Tournat, Didier Chauvin et François Augoulevent pour la suite de ce 100% Sarthe consacré au Club des ambassadeurs. À tout de suite. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. 100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes Albert L'Huissier.